Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de My Happy Job by Moodwork. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Fabienne Broucaret, la rédactrice en chef de My Happy Job by Moodwork, qui est un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Et on est réunis aujourd'hui pour parler de la qualité de vie au travail, mais de rappeler un petit peu les fondamentaux. Ça fait du bien des fois de revenir aussi aux bases. Donc, on a voulu partager aujourd'hui avec vous les clés d'une démarche qualité de vie au travail réussie. Donc, j'ai avec moi deux intervenants. Marie Sipos, bonjour. Bonjour. Vous êtes du coup responsable expérience collaborateur chez Accenture. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Bonjour Antoine Courcou. Bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes responsable, vous êtes psychologue du travail chez Moodwork et Moodwork est une appli qui permet aux salariés de cultiver leur qualité de vie au travail. Oui, c'est l'idée. L'application permet aux salariés de se former et de s'informer sur la qualité de vie au travail de manière générale pour finalement avoir un discours un peu plus équilibré avec l'entreprise et ainsi être beaucoup plus efficace dans la mise en place des actions QVT. Avant de démarrer, je voulais juste vous rappeler, alors vous pouvez nous poser vos questions. Il y a un onglet dédié questions, donc n'hésitez pas dès que vous avez envie de nous interpeller, de poser des questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat. On a une pluie de bonjour, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi le chat pour partager vos expériences, vos témoignages. Ça nous intéresse aussi énormément et on va essayer de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Et pour nous accompagner, vous ne le voyez pas, mais il est avec vous justement dans le chat. Il y a Nathan qui va vous partager des liens qui vous permettront d'aller plus loin pendant le webinaire et après, et qui sera aussi là si jamais vous avez besoin d'un souci technique pendant le webinaire. N'hésitez pas, il peut aussi vous aider. Et dernier petit point, vous pouvez, si vous voulez, couper les notifications en bas à droite pour le chat, la petite clochette, comme ça vous n'entendrez pas les petites notifications pendant qu'on parle qui peuvent être un petit peu désagréables. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, donc on peut démarrer. Alors, pour parler de qualité de vie au travail, déjà, j'aime bien toujours, moi, resituer un peu les choses. Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire comment on définit la qualité de vie au travail? Parce qu'on en entend beaucoup parler, à My Happy Job, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme exactement? Alors, la qualité de vie au travail, de base, c'est toute une histoire en fait qui a commencé pour vraiment reprendre un peu la genèse des choses. On parlait de quality of work life dans des premières études qui ont été sorties aux États-Unis dans les années 70-60, où les personnes se posaient des réelles questions sur l'apport du taylorisme. Est-ce que finalement ces méthodes de travail-là sont viables en fait en vérité pour l'humain? Ces premières réflexions n'ont pas forcément été prises en compte. Et puis, en France, en tout cas, dès 2002, on a commencé à parler de risques psychosociaux de RPS suite aux problématiques que pouvait rencontrer l'entreprise, de TMS, plusieurs problématiques rencontrées dans l'entreprise, où on se demandait à qui était la faute, est-ce que l'employeur était fautif dans cette situation. Donc, on a commencé à parler d'RPS, ce qui a ensuite commencé à se développer avec l'arrivée de la loi sur la retraite en 2008. On se demandait, mais qu'est-ce que la pénibilité au travail? Comment on définit ce qu'est la pénibilité au travail pour savoir si la personne peut partir plus tôt ou après 62 ans? Et au final, par rapport à toutes ces questions, ils se sont dit, mais en fait, la question devrait aller beaucoup plus loin. Et en 2013, on parle enfin de qualité de vie au travail, avec l'ANI qui est ressortie, la loi Rebsamen derrière qui fait l'effort dessus, donc qui reprend les RPS évidemment, mais qui l'élargit à des notions d'un peu plus larges, notamment liées à l'épanouissement au travail. Et donc, tout ça, j'ai fait un raccourci énorme, mais pour dire exactement qu'en fait, la définition générale de la qualité de vie au travail, c'est avant tout, il faut vraiment le voir comme ça, c'est une démarche que vous mettez en place dans une entreprise où vous prenez en considération l'environnement de travail et les conditions de travail auxquelles vous ajoutez la capacité d'expression des salariés, mais de l'ensemble des collaborateurs sur ces thématiques. C'est pour ça qu'on parle comme quoi les collaborateurs sont acteurs de leur QVT. Finalement, ce n'est pas qu'ils doivent eux-mêmes prendre la responsabilité de leur QVT, puisque forcément, ils ont un cadre entreprise. Mais le salarié, le collaborateur, a la possibilité d'exprimer ce qui fonctionne moins bien, pour que l'entreprise puisse prendre des décisions les plus adaptées sur ses conditions de travail et sur l'environnement de travail. Donc, on voit que la responsabilité, en effet, est partagée et chacun peut agir à son niveau. On aura l'occasion d'y revenir. C'est ça qui est intéressant. Marie, par rapport à ce que dit Antoine, vous, concrètement, chez Accenture, comment se traduit cette démarche de qualité de vie au travail? Quels piliers vous avez mis en place et qu'est-ce que ça recouvre exactement comme thématique, comme sujet?
Oui, alors, chez Accenture, on parle beaucoup de qualité, de vie au travail, mais on parle aussi de bien-être au travail et on évite de trop parler de bonheur au travail. Parce que pour nous, c'est vrai que c'est le bonheur, c'est un peu plus propre à chacun, alors que le bien-être au travail, bah, voilà, pour nous, c'est vraiment, les équipes RH, business, les managers qui ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, au quotidien pour l'ensemble des équipes. Alors, chez Accenture, on a mis en place du coup, on a la chance d'avoir un programme bien-être avec des équipes RH dédiées, dont j'ai la chance de faire partie. Donc on a ces équipes qui vont travailler sur ces sujets, notamment sur 4 grands piliers: la nutrition, le sport, le sommeil et le stress. Et on va en fait, avoir, une perspective très, je dirais préventive, très, un aspect très sensibilisation, sur ces sujets-là pour qu'en fait tous les collaborateurs puissent avoir, un ensemble d'outils à dispo pour manager un peu leur bien-être. Puis après, on a aussi évidemment le cabinet médical, les équipes workplace, pour tout ce qui est ergonomie, et les associations sportives qui vont, nous aider à promouvoir, ces jolis sujets en interne. Donc c'est un sujet que, vous les RH, gérez avec, du coup des personnes dédiées et en plus, certains sujets qui sont transverses quand tu parles de workplace, des aménagements de bureaux, du coup c'est, aussi une question, je dirais, qui traverse les services? Oui, exactement et en fait, notre but, c'est à terme de plus avoir besoin d'un département comme le nôtre quelque part. C'est vraiment, de faire en sorte que les managers, les HR partners, soient vraiment des relais de ces sujets-là autour du bien-être et de la qualité de vie au travail et qu'en fait, chacune des entités, alors chez nous, on appelle ça des entités, mais chacune des équipes, puisse, mettre en place des choses autour de la qualité de vie au travail, en fonction des besoins aussi de chacune des équipes puisque l'idée, c'est quand même de personnaliser un maximum et on sait que toutes les équipes ne sont pas les mêmes. Mmh. Je vais, du coup, devancer, plusieurs personnes ont devancé mes prochaines questions, donc on va les faire, tout de suite. Justement, par rapport à Accenture, on nous demande est-ce que, il y a des exemples, d'actions concrètes? Alors quand on parle de bien-être, on parle de bien-être physique, mais aussi mental. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous donner quelques exemples très concrets d'actions, mises en place? Et on nous demande notamment est-ce qu'il y a de la sophro? Voilà. Oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup Élodie, Suzanne pour vos questions. Oui, tout à fait. On fait, notamment de la sophrologie chez Accenture. Alors des exemples d'actions, ça va être, donc comme je le disais, c'est beaucoup des actions de sensibilisation des collaborateurs. Donc ça passe beaucoup par des conférences qu'on faisait du coup avant le covid en présentiel, un peu sur tous nos sites, donc à Paris, mais aussi dans les autres villes où on est basé, chez Accenture et maintenant, c'est principalement en digital, mais Mmh. ce qu'on compte mettre en place, c'est beaucoup, beaucoup de choses en hybride. Ce qui était déjà le cas avant puisque nos consultants, donc Accenture, c'est un cabinet de conseil, nos consultants sont un peu partout. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, être le plus inclusif possible et permettre à toute personne, qu'il soit au bureau chez nous, chez les clients ou à la maison, de pouvoir participer, aux actions qu'on propose. Donc typiquement, ça va être des webinars autour de la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion du sommeil aussi. On fait pas mal de choses aussi autour du sommeil. On a aussi approché, les thématiques, de l'hypnose qui intéresse beaucoup, beaucoup les collaborateurs aussi. On fait beaucoup d'ateliers pratiques, un peu plus pratiques pour découvrir de nouvelles thématiques et s'y mettre après par soi-même, pourquoi pas. Ça peut être autour du sport, ça peut être tout ce qui est, danse latino, ça peut être tout ce qui est aromathérapie, ça peut être tout ce qui est, sophrologie comme vous le disiez, Suzanne. Ça peut être, de l'automassage, du yoga, doux, léger ou plus dynamique. Et après on a des sessions un peu plus sportives, via une chaîne YouTube, du renforcement musculaire, du cardio et cetera. Et puis, là depuis le covid, mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure Fabienne, on a mis en place une appli de sport et bien-être avec des challenges sportifs, solidaires, et je pense que ça a vraiment plu pendant la crise où on était un peu plus sédentaires. Nous, chez Accenture, on était beaucoup en télétravail. Je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, là, dans l'audience aussi, mais chez Accenture, beaucoup, beaucoup de télétravail et du coup, faire face à la sédentarité, c'était quelque chose, c'était l'une de nos priorités là, pour l'année qui vient de s'écouler.
Ah oui, on l'a vu et en effet, on est beaucoup plus sédentaire, encore plus, je dirais, quand on est en télétravail que quand on va au bureau. Donc, c'est un angle et un aspect très intéressant. Antoine, chez Moodwork, vous venez de sortir un livre blanc qui, justement, résume les étapes clés pour une démarche de qualité de vie au travail réussie. Parmi ces étapes, si on s'intéresse à la toute première, si on a des DRH qui ne savent pas forcément quoi faire, par où commencer, et pendant que tu nous expliques cela, Nathan va vous partager le lien, comme ça, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez télécharger du coup le livre blanc. Donc, par quoi commencer? Moi, je vais pas faire de surprise, je vais aller je vais faire une avant-première de ce qu'il y a déjà dans le document qui est dans le livre blanc QVT que Nathan vous propose. En fait, pour mettre en place une démarche QVT, je pense que la première chose qu'il faut mettre en place, déjà, il faut partir du principe que c'est une démarche qui doit prendre en considération l'avis du plus grand nombre. Donc, la première chose à faire qui est très intéressante, c'est d'essayer de créer un comité, pourquoi pas, créer un comité QVT avec des représentants de l'ensemble de l'entreprise. Je me rappelle dans l'entreprise où j'étais avant d'arriver chez Moodwork, on avait mis en place cette démarche. Et pour commencer cette démarche, on avait fait ce qu'on avait créé un comité où on avait pris donc 2 personnes de la direction, 2 membres de managers, 2 salariés, 2 membres du CSE et du coup un responsable SST et le responsable QVT qui était là. Donc on avait un comité qui réfléchissait ensemble, et donc c'est ça le deuxième point, enfin, en tout cas dans cette première partie, sur les enjeux, parce que finalement, pourquoi on met en place cette démarche QVT? Il est important de définir des enjeux parce que c'est ce qui va motiver un peu l'ensemble des personnes qui sont présentes. Il faut savoir que quand l'entreprise définit des enjeux, elle va d'abord définir des enjeux peut-être que pour elle, sauf que ces enjeux ne sont pas forcément les mêmes que ceux des salariés. Et donc, le fait d'avoir un comité justement on va dire arrivage, si on peut le dire comme ça, vous allez avoir l'entreprise qui va définir ses enjeux selon sa vision à elle. Ensuite, vous allez définir des enjeux selon la vision des salariés et ensuite selon la vision d'un collectif de travail. Finalement, le choix de ces enjeux, c'est super intéressant puisque derrière, ça va vous permettre de choisir le questionnaire. On va voir dans l'étape pour faire le diagnostic, vous avez besoin de faire passer un questionnaire dans l'entreprise. Il y en a beaucoup qui existent. C'est parfois difficile de savoir lesquels on doit prendre. En fait, finalement, quand les enjeux ont été définis, ça peut nous aider à affiner quel questionnaire je vais prendre en considération. Peut-être plutôt le COPSOC si je dois en citer un, peut-être un autre si je dois en citer un autre. En tout cas, ça peut aider. Ensuite, deuxième point qui est important, c'est de sensibiliser les salariés. Il faut savoir que pendant des années, la direction a pu mettre en place des éléments sur positifs ou négatifs pour les salariés sans forcément prendre leur point de vue. Et donc, du coup, ils peuvent être méfiants vis-à-vis de cette démarche. Donc, il est important de les sensibiliser pour qu'ils participent à la réponse à ce questionnaire. Parce que forcément, si l'ensemble des salariés ne participent pas, ou du moins si une grande majorité des salariés ne participent pas, vous n'aurez pas un point de vue global. Donc, ce sera difficile d'être optimal dans votre démarche. Une fois que c'est fait, vous passez votre diagnostic. Très souvent, l'erreur qui est mise en place, c'est que l'entreprise adapte une démarche QVT dans cette logique de recherche de solutions. C'est souvent ce qui est poussé. Or, il ne faut surtout pas aller dans la recherche de solutions, parce que ça veut dire qu'on connaît les problèmes. Or, justement, la logique de la démarche QVT, c'est d'aller comprendre les problèmes. Donc, il faut partir dans cette notion de compréhension de problème. Il faut voir la logique d'un entonnoir. Vous démarrez en haut de l'entonnoir. Vous avez déjà fait des premiers enjeux. Vous allez voir si ces enjeux fonctionnent à travers la passation d'un questionnaire dans l'entreprise. Une fois que le questionnaire est fait, vous allez à ce moment-là approfondir, il ne faut pas hésiter à le faire, approfondir les thématiques qui semblent être les plus à mal finalement. Ce qui fait que ça va vous permettre déjà d'avoir un plan d'action un peu plus large. Vous n'allez pas tout faire d'un coup, vous allez démarrer petit à petit en allant du pire entre guillemets au meilleur. Donc ça va vous permettre d'avoir un plan d'action avec cette idée-là. Une fois que c'est fait, l'idée que vous avez approfondie, vous avez donc défini finalement des préconisations d'action. C'est l'idée de ce diagnostic. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression de réciter mon truc, j'espère que c'est assez clair. C'est très clair. Bon, très bien. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos préconisations d'action, vous avez une première idée des actions que vous allez mettre en place. Là, une petite astuce qui est intéressante, c'est de définir ces actions en court, moyen et long terme. Pourquoi faire ça? Parce que déjà, ça va vous donner une planification sur un long terme que vous pourrez donner aux salariés, à l'ensemble de l'entreprise, ce qui fait que les salariés vont déjà avoir un premier retour sur ces résultats. Et donc, ils auront vraiment l'impression que leur implication a été utile à quelque chose. Et pourquoi démarrer par du court, moyen et long terme? Parce qu'il y a des actions qui peuvent être mises à court terme. Alors, les exemples d'actions mis à court terme, ça peut être des sensibilisations sur des sujets précis. Par exemple, s'il y a des problèmes de communication dans l'entreprise,
de commencer par des sensibilisations sur ces choses-là. Pourquoi pas des communications par mail sur les meilleures techniques de communication à mettre en place dans l'entreprise, à savoir, je ne sais pas moi, une communication descendante passera plutôt par mail, une communication où vous allez échanger tous ensemble passera plutôt par l'oral, etc. C'est des actions que vous pouvez mettre en place, que vous mettez directement en lien avec ce que vous avez mis. Ce sont des actions qui sont court terme. Et donc, ça montre aux salariés qu'en fait, il y a une implication directe, enfin, ou du moins une mise en action directe qui, du coup, les motive à continuer à être actifs dans la démarche. Puisqu'on va le voir, en fait, une fois que ces actions sont mises en place, la démarche ne s'arrête pas. Et c'est donc le dernier point qui est très important lorsqu'on parle de démarche QVT. On est dans une technique d'évaluation. Il faut évaluer les actions que vous avez mises en place. Très souvent, ce que vous mettez en place peut avoir des conséquences non désirables. C'est normal, on ne peut pas tout prévoir. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière si on voit que l'action n'a pas fonctionné. Ça peut faire preuve d'inconsistance qui est parfois évitée par les entreprises parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils peuvent donner. Mais quand vous avez mis en place et que vous avez impliqué vos salariés dans ces démarches, il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'inconsistance. Au contraire, ça veut dire que vous reconnaissez finalement que l'action n'a pas été dans le sens prévu et donc il faut trouver une autre solution. Bien évidemment, ça passe avec beaucoup de communication. Mais cette idée d'évaluation, c'est que derrière, si vous avez bien mis en place vos actions à court terme et que vous avez bien impliqué vos salariés, quand vous allez réévaluer, vous aurez normalement une évolution. Tout ne sera pas résolu, je vais peut-être un peu mal dire. Tout ne sera pas résolu. Et derrière, ça vous permettra d'avoir les futures actions qui aboutiront et vous rentrez dans quelque chose d'assez cyclique. Et donc, il y aura des actions qui seront évidemment portées sur le travail en lui-même, la responsabilisation, la communication, enfin, deux types d'actions de ce type-là, le management, etc. Et il y aura des actions beaucoup plus liées sur l'environnement de travail, comme disait Marie tout de suite, des actions qui vont porter sur des espaces de pause, de la sophrologie pour les personnes qui en ont besoin, des espaces où vous allez pouvoir souffler entre certaines missions, etc., qui sont tout aussi importants. Mais là, au moins, vos actions seront précises puisque c'est les salariés qui auront finalement donné leurs attentes. Oui, ça évite des fois, on a beaucoup d'entreprises des fois qui disent mais on a mis des choses en place et ça ne prend pas, mais c'est aussi ce qu'on a écouté d'abord, en effet, ce que voulaient les salariés. Il y a Christelle qui nous dit la QVT, c'est l'humilité aussi, on ne peut pas tout faire bon du premier coup, et c'est intéressant par rapport à ce qui était dit aussi sur le court, le moyen et le long terme. En effet, on ne peut pas tout mettre d'un coup, il y a des choses qui prennent plus de temps. Marie-Antoine insistait beaucoup sur le fait de réussir à embarquer les salariés. Comment vous faites, vous, chez Accenture, pour justement que ces sujets-là soient aussi portés par les salariés et aussi pour impliquer les managers? Oui, ça c'est la question de l'engagement. De toute façon, c'est un enjeu majeur et encore plus pour le travail qui va aussi de plus en plus être à distance, pour certaines entreprises en tout cas. Je pense que moi je rebondis sur ce que vous disiez, Antoine. En fait, la partie impliquer les collaborateurs dès le début avec un comité, je trouve ça très intéressant et je pense que c'est une façon participative d'entreprendre la chose qui, pour moi, est tout à fait logique et très importante. Nous, chez Accenture, on fait aussi chaque année un sondage en début d'année fiscale pour pouvoir vraiment proposer des actions qui soient adéquates, qu'on réponde à des besoins qui sont réels, qu'on fasse pas juste un cours de yoga ou un atelier sur la nutrition parce qu'on en a envie ou parce qu'on a un prestataire à dispo, mais qu'on fasse vraiment les choses, comme vous le disiez, vraiment avec une vision. Avec une vision, une stratégie. Alors, comme le disait Christelle, oui, on ne peut pas tout faire bon du premier coup. L'idée, c'est de tâter le terrain, d'entreprendre petit pas par petit pas et de faire aussi bien qu'on peut dès les débuts. Donc sondage, mais moi je parle aussi souvent d'ambassadeurs. Moi je ferais rien sans mes ambassadeurs, donc j'adore les mettre en avant. On a tout un réseau d'ambassadeurs chez Accenture. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur eux. C'est des ambassadeurs qui vont représenter chacune des entités, chacune des villes aussi dans lesquelles on est présent chez Accenture. Donc voilà, c'est vraiment eux qui vont me faire les remontées terrain, me permettre de savoir ce que les collaborateurs souhaitent dans chacune des entités et villes, et puis derrière de prendre des actions concrètes. Donc pour moi, c'est un petit peu les deux façons d'engager les collaborateurs. Après, on a d'autres réseaux d'engager, d'autres communautés que j'anime chez Accenture qui vont au-delà de la QVT. Et voilà, c'est pour ça, quand on parle de QVT, pour moi, il faut aussi aller au-delà parce que ce sont les managers, ce sont les RH, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure aussi déjà avec Antoine.
c'est un sujet qui doit être traité dans sa globalité. C'est pas juste, une succession d'événements ou voilà, c'est vraiment toute une culture, des comportements, de la bienveillance, de la reconnaissance aussi à, à faire vivre, à diffuser à travers nos politiques, nos cultures et puis nos communications aussi. Bien sûr, la communication, c'est vraiment aussi, le nerf de la guerre. Mais voilà et peut-être juste encore, je me suis notée, Antoine, par rapport à ce que vous disiez concernant la vision. Je pense qu'il faut avoir une raison de faire, de la QVT, une raison. Chez Accenture, il y a ce sentiment de, vouloir, avoir un plus grand sentiment d'appartenance à Accenture. Pour ça qu'on fait des actions, surtout autour de la cohésion. C'est pour ça que je parle beaucoup de sport, que nos actions, elles sont aussi à orienter sport, et puis nutrition, enfin des choses qui rapprochent comme ça. Et puis, en fait, mine de rien, on le voit, hein, dans beaucoup de chiffres, tout ce qui est QVT, c'est aussi, ça va permettre d'être plus performant, d'être plus en forme, d'être au top de soi-même. Et je pense que c'est ce qu'on veut pour tous nos collaborateurs. Donc, Je partage complètement cette notion de vision. C'est super important le fait d'orienter sa QVT. En fait, l'idée ici, c'est d'éviter la démarche, la vision de cette démarche comme étant un chantier, si je peux le dire comme ça, qui soit impossible à gérer ou du moins très grand, ce qui fait qu'on ne sait pas trop par où commencer, comment le prendre, etc. Et c'est parfois ce qui un peu décourage aussi la mise en place de ces démarches-là. Et donc, finalement, cette idée d'aller essayer de comprendre le problème et voir quelles sont les actions, de définir des enjeux, essayer de comprendre l'objectif de pourquoi on veut mettre ça en place, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié, ça nous donne en quelque sorte des priorités d'action. Et ça nous permet aussi d'avoir une planification qui fait que, effectivement, on voit moins la problématique comme étant quelque chose d'une montagne à franchir, on le voit plus comme des étapes naturelles qui sont à passer pour finalement répondre aux objectifs qu'on s'est donnés. Et en fait, on divise la tâche en sous-tâches, c'est un peu cette notion-là, et cette vision permet de le faire. On a un témoignage intéressant d'Hélène qui travaille dans le secteur de la santé qui nous dit donc dans son entreprise, la démarche qualité de vie au travail est centrée sur le travail et chaque salarié participe à travers de la communication, donc communication avec bienveillance notamment, et sur le management participatif. Et donc, par exemple, dans l'entreprise, les salariés n'ont pas forcément souhaité d'atelier de massage ou de sophro, et donc ça ne correspondait pas à un besoin identifié. Et je trouve ça très intéressant de partager ça parce que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette démarche qualité de vie au travail va être adaptée à chaque structure et va pouvoir aussi évoluer dans le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose voilà, il n'y a pas la recette miracle à appliquer qui conviendra à tout le monde dès demain matin, mais par contre, il y a à voir en effet de partir du besoin des collaborateurs. Et c'est ça qui semble vraiment très, très important. Selon vous, qu'est-ce que la crise a changé durablement en matière de qualité de vie au travail ? Qu'est-ce qui vous a déjà semblé en mouvement ? Je dirais, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience ou des accélérations particulières ? Je commence, Antoine ? Très bien, merci. En gros, moi, ce que je pense que la crise a changé, c'est vraiment un point de vue, là, on n'est pas dans de la recherche, on est dans du ressenti. Et je pense que la crise a changé sur la qualité de vie au travail, c'est que ça a été un accélérateur, je pense. En fait, ce qui s'est passé avec la crise, selon moi, c'est que les méthodes de travail, comme disait Hélène tout de suite, la QVT, ce n'est pas que l'environnement, c'est également du contenu. J'appelle ça le contenu du travail. La NAC, elle, appelle ça les conditions de travail. Ils ont rajouté ça dans leur ANI 2020. Donc, on ne voit pas de conditions, mais on voit bien que finalement, avec les méthodes de travail et les environnements de travail et les conditions de travail avec la crise ont changé. On a eu une avancée très, très forte sur le télétravail qui a un impact sur le quotidien de travail aujourd'hui. Je pense que une grande partie des personnes ont finalement, dans leur quotidien, eu cet ajout du télétravail, donc avec des méthodes qui changent, avec un apport aussi, c'est-à-dire que le télétravail va agir sur d'autres phénomènes, d'autres méthodes de travail, à savoir, je ne sais pas, le déplacement en entreprise, la santé au travail, les questions de TMS quand on est à la maison en train de travailler, etc. Enfin, tout un ensemble de facteurs qui sont liés de près ou de loin de la qualité de vie au travail. Et donc, finalement, il y a une prise de conscience sur ça et un besoin que ces méthodes s'améliorent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises ne prennent pas en considération la QVT dans leur management, dans l'organisation de l'entreprise, etc., et finalement, ils loupent quelque part un virage. Ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, ça peut se débattre, mais selon moi, ils loupent un virage parce que, en fait, les méthodes de travail ont malgré tout changé. Et si le management ne s'y adapte pas, si l'entreprise ne s'y adapte pas,
elle va se retrouver dans une situation où les salariés pourront plus facilement être en mal-être et on sait les conséquences que ça peut amener. Et donc, du coup, derrière, ce qui peut arriver, c'est que si l'entreprise ne prend pas en considération la QVT, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour comprendre le besoin des salariés, c'est d'aller les questionner, de mettre en marche ces démarches-là. Et s'il ne met pas en place ces démarches-là, il aura beaucoup de difficultés à être efficace et efficient dans de l'obtention de cet objectif en parlant du point de vue de l'entreprise. Et les salariés auront beaucoup plus de difficultés à ressentir du bien-être, de la motivation, des éléments qui sont importants pour la satisfaction au travail, si l'entreprise, justement, ne prend pas en considération leurs besoins. Donc, il y a un double enjeu, que ce soit pour l'entreprise et pour le salarié, qui est lié aux méthodes qui ont changé dues à la crise. Oui, tout à fait. Il y a Isabelle qui nous dit les collaborateurs d'aujourd'hui recherchent du sens dans leur travail et je trouve que la QVT peut aider. Et en effet, ça devient un argument au-delà de la fiche de poste quand on vient dans une entreprise. Tout ce qu'il y a autour, et la qualité du travail en fait partie, compte énormément, peut-être encore plus en effet qu'avant. Marie, chez vous, la crise, qu'est-ce que ça a changé ? Chez nous, la crise a été un facilitateur pour certains sujets et je trouve que la QVT en fait partie. Donc, c'est très intéressant de voir ça parce qu'en fait, on est davantage écouté, on est davantage aussi pris au sérieux, je trouve, sur le sujet du bien-être physique, mais aussi de la santé mentale. Donc, sur ce point-là, moi, je trouve qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Et puis aussi le point de la flexibilité au travail. Chez Accenture, ça fait quelques années qu'on travaillait beaucoup sur plus de flexibilité, qu'on voulait vraiment proposer quelque chose d'assez précurseur à nos collaborateurs en termes de carrière, en termes d'horaire de travail, de charge de travail, de rythme aussi. Et vraiment, grâce à la crise, on a pu lancer, du coup, en avril de cette année, tout un programme avec 7 piliers autour de la flexibilité, dont fait partie, par exemple, des programmes d'intrapreneuriat. Donc, sur son temps de travail, on va pouvoir intraprendre si on a des idées qu'on a envie de faire grandir à titre plus personnel. On a aussi ce qu'on appelle chez nous la semaine flexible, qui commence aussi un petit peu à pointer le bout de son nez dans d'autres entreprises et chez nous, c'est en état de pilote. Donc c'est vraiment très intéressant. L'idée, c'est de faire son temps de travail sur 4,5 ou 5 jours en fonction de sa charge, de son envie, de ses occupations aussi. Donc ça, c'est aussi assez révolutionnaire. Dans un cabinet de conseil, je pense encore plus. On a aussi tout ce qui va être autour du don solidaire de congé. Voilà, pour les collègues qui sont aidants, qui ont aussi un enfant malade ou voilà, pour être un petit peu solidaire entre nous. On aura aussi le télétravail à la carte. Télétravail, du coup, 5 jours sur 5. Donc, on commence à recruter partout en France métropolitaine, puisqu'il sera possible... il est possible dès juin là, de cette année de faire du télétravail et de travailler pour Accenture un peu de partout depuis toute la France métropolitaine. Donc, c'est des mesures qui font partie de la QVT, mais qui en sortent aussi, j'ai envie de dire, qui font partie des thématiques RH, de toute une politique, une culture qu'on a envie de mettre en place dans une entreprise. Et voilà, et je pense que ça a été... ça a un impact absolument incroyable sur le bien-être des collaborateurs. Oui, c'est énorme et surtout dans certains domaines, en effet, comme le conseil. Je pense que si avant la crise, on avait parlé de la semaine de 4 jours, je pense que les gens auraient regardé avec des grands yeux en disant non, pas tout de suite. Je vous rassure, on nous a quand même fait les grands yeux, mais à force de persévérer, on finit par y arriver. Donc, voilà, plus d'écoute sur ces sujets-là, ça c'est sûr, la crise a impacté à ce niveau-là. Ah oui, des vraies prises de conscience, c'est intéressant. On a Andrea qui nous demande des conseils pour les PME, pour les plus petites entreprises, parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas forcément les moyens d'une grande entreprise? Et ce que je trouve intéressant aussi, on peut peut-être insister là-dessus aussi, Antoine, c'est qu'il y a des mesures pour la qualité de vie au travail qui ne coûtent rien concrètement. Si on parle de reconnaissance au travail, si on parle de pas mal de choses, il y a des actions qu'on peut mettre en place qui ont un vrai impact et qui ne vont pas avoir un budget monstre. Complètement. Il y a des actions en fait qui nécessitent juste une réorganisation. Alors par contre, ça nécessite forcément d'aller creuser un peu la thématique. Ce serait difficile de détailler ces actions-là, mais par exemple, on va essayer de schématiser un peu toute l'idée.
Quand on parle de contenu, si on se centre sur le contenu, pas sur l'environnement, parce que j'ai moins de connaissances sur comment travailler sur l'environnement. Je pense que Marie est mieux placée que moi. Sur le contenu en lui-même, on parle souvent des besoins. Donc, il faut améliorer la compétence de vos salariés, le sentiment de compétence qu'ils peuvent avoir sur l'activité, le sentiment d'autonomie aussi. Le sentiment d'autonomie, pour bien que tout le monde comprenne, ce n'est pas le fait d'être autonome dans son activité, c'est le fait d'être en accord avec les actions qu'on met en place, d'être aligné avec ce qu'on fait. Et il faut également améliorer le besoin d'affiliation. C'est la théorie des besoins, en fait, finalement. Le besoin d'affiliation, c'est créer un meilleur environnement de travail lié avec les collègues, améliorer la relation entre les collègues, mais aussi la relation qu'on peut avoir avec son poste de travail. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis psychologue, je me reconnais comme étant psychologue. Si mes méthodes ou mes manières de travailler n'ont rien à voir avec ceux que je connais des autres psychologues, je vais avoir un sentiment de ne pas être à ma place. Ces trois éléments-là, c'est sur ces choses-là qu'il faut jouer lorsque vous voulez améliorer le contenu du travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour améliorer le sentiment de compétence du salarié, ça peut se passer par des feedbacks, c'est-à-dire améliorer les feedbacks, que les feedbacks soient faits, réfléchis et faits en fonction des résultats, c'est-à-dire ne pas se baser que sur le résultat, mais se baser par exemple sur la pratique du travail, les méthodes que la personne a mis en place, se baser aussi sur l'investissement que la personne a mis en place, et enfin se baser sur la personne, est-ce qu'elle apporte quelque chose de par sa personnalité, son caractère, etc. En élargissant ces logiques de reconnaissance, vous n'agissez plus sur le résultat, mais vous élargissez ça à tout un ensemble de choses qui fait que le salarié va regagner en sentiment d'efficacité. J'ai vu des entreprises aussi qui faisaient ça de plus en plus, la mise en place de feedback inversé. C'est-à-dire le salarié va faire des feedbacks à son manager. Alors, il doit adopter les mêmes techniques, évidemment. Il ne faut pas qu'il soit cinglant, il faut qu'il soit constructif comme le manager fait avec lui. Mais du coup, là, pareil, ça va être cette idée d'améliorer la transmission de l'information, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est des techniques, c'est des astuces pour jouer ça. Donner plus de visibilité aux salariés. Ne pas hésiter aussi pour jouer sur les besoins d'autonomie, par exemple, le fait d'être aligné dans son travail. Réfléchir avec le salarié sur les méthodes qu'il doit mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup cette question de sens qui arrive dans des usines, par exemple, que ce soit grandes ou moins grandes, avec des personnes qui font souvent la même activité. Donc, ça peut parfois paraître déstabilisant de toujours devoir faire la même action. On peut perdre cette notion de sens. Et leur proposer, pourquoi pas, soit de réfléchir à la manière dont ils veulent modifier leur façon de travailler. J'ai vu des usines, par exemple, qui proposaient les changements de poste je crois que c'est tous les 45 minutes, toutes les heures. Les salariés changent de poste à chaque heure, chaque 45 minutes, ce qui fait qu'ils ont le sentiment de faire d'autres actions. Ça, c'est des actions qui n'ont pas de coût spécifique, mais qui donnent un sentiment d'être beaucoup plus à l'aise dans son activité. Donc, l'autonomie, comment regagner l'autonomie? Donc, réfléchir sur les méthodes de travail avec le salarié. Et enfin, l'affiliation, donc cette idée de reconnaître ses collègues, avoir une plus d'action avec ses collègues. Il y a une action que j'invente rien, tout le monde, je pense, la connaît, c'est le Vie ma vie. Je pense que le Vie ma vie, c'est l'une des... Alors, c'est peut-être difficile à mettre en place, mais même sans forcément parler de Vie ma vie, qui peut parfois prendre un peu de temps, on n'a pas forcément le temps, mais du moins prendre des moments où chacun explique ses tâches de sa journée, raconte un peu son quotidien de travail. Ça peut permettre à chacun déjà de se découvrir, comprendre les complexités que chacun a dans son activité, savoir aussi quelles sont les actions que lui met en place qui va avoir un impact négatif ou positif sur l'autre, c'est-à-dire que parfois il ne se rend pas compte, mais il aura un impact négatif parce qu'en fait, il manque toujours de faire cette action qui pour lui n'est pas importante, mais pour son collègue, c'est quelque chose de très très important. Je ne vais pas tout sortir, c'est des exemples, mais là j'ai proposé notamment 3 exemples, chaque exemple sur chaque besoin. Donc ça, c'est des logiques d'action. Si vous voulez, donc là c'était des exemples pratiques, si vous voulez avoir de la réflexion sur cette logique-là, c'est vraiment comment améliorer le sentiment de compétence, comment améliorer le besoin d'autonomie et comment améliorer l'affiliation à l'entreprise ou à son poste de travail, donc la relation au travail. Et sur ces 3 points, ça peut ne rien coûter du tout, c'est juste de la réorganisation et ça marche plutôt bien. Et je complète un peu ce que vous dites, Antoine. Je pense aussi que rien que de donner la parole aux collaborateurs via des questionnaires, des sondages, etc., je pense que c'est déjà quelque chose, en fait. C'est quelque chose qui coûte peu ou pas beaucoup, mais qui va donner de l'importance au collaborateur, qui va lui donner une voix et qui va... dont il va être reconnaissant, en fait. Donc ça peut être une idée. Peut-être je vais aussi donner 2-3 exemples, Fabienne. Vous me dites si je dois me stopper. C'est bon, c'est bon. Mais du coup, typiquement, ce qui peut être fait et qui n'est pas très coûteux, c'est par exemple, moi, ce que j'avais fait, c'est toute une campagne autour de la nutrition saine.
Voilà, avec tout un mois dédié, des mois thématiques en fait. Ça, vous pouvez faire, c'est plutôt pas mal, un petit peu comme Antoine le disait, d'avoir des cycles en fait qui se forment après autour d'un mois, autour d'une année spécifique, voilà, autour de la semaine de la QVT en juin, etc. Et donc on avait fait toute une campagne autour de la nutrition et j'avais demandé des recettes saines à l'ensemble de nos collaborateurs et puis après on les a toutes mises ensemble. Notre médecin du travail qui est aussi nutritionniste les a un petit peu retravaillées, pour qu'elles soient vraiment toutes bien healthy et on en a fait un livre. Alors après à publier, soit en mode digital, soit à donner en physique si effectivement on a un petit budget. Il y a ça, il y a aussi, tout un alors pour valoriser un petit peu l'ensemble de nos sites, parce que j'imagine que dans vos entreprises, vous êtes aussi sur plusieurs villes pour certains. J'avais fait des petites énigmes autour du sport, du bien-être dans chacune des villes. Les ambassadeurs évidemment m'avaient aidée, mais du coup on avait fait vivre une sorte de challenge sportif autour d'énigmes, dans différentes villes. L'idée c'était aussi, après le covid de faire, un jeu de piste un petit peu personnalisé en mode Accenture, mais qui aurait été fait par nous-mêmes en fait, par nous et les ambassadeurs. Typiquement, action qui ne coûte rien. Aussi, de manière générale, moi, je mise beaucoup sur la communication, des visuels, sur la reconnaissance, sur dire que le travail d'équipe, ça fait notre force, des petits gifs un peu sympas qu'on s'envoie les uns les autres, des compliments. À un moment donné, c'était très à la mode, ça aussi, de s'envoyer des petites cartes de reconnaissance un peu sympas. Ça coûte pas grand-chose, du coup. Et puis les ateliers, certaines conférences, ça peut être entre 100, 200 € l'heure. Ça peut être aussi abordable. Donc franchement, faut pas se buter, faut pas se bloquer, avec le budget. Je pense vraiment que quand on veut, on peut faire plein de choses en termes de QVT très facilement. Ouais, et puis d'après ce que vous dites tous les deux aussi, c'est intéressant de s'appuyer sur les talents cachés des collaborateurs. Vous avez peut-être des collaborateurs qui adorent le running et peuvent en coacher d'autres le midi. Vous avez peut-être, on parlait des recettes de cuisine, et des amateurs de cuisine qui peuvent donner des tips à d'autres. Et après, vous appuyez aussi sur les compétences. S'il faut maqueter un livre, il y a peut-être des volontaires ou des gens qui adorent faire des montages aussi. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi aller creuser au-delà des fiches de poste de chacun, de voir un petit peu ce qui peut du coup vous plaire et embarquer ainsi aussi tout le monde. Et c'est aussi valorisant de participer, je trouve, d'apporter chacun sa touche. Alors, on a plusieurs questions. On nous demandait, Marie, est-ce que vous avez un Chief Happiness Officer ou est-ce que, du coup, c'est que la RH qui s'occupe, du coup, de ces questions-là? Alors justement, chez nous, on parle pas trop de Chief Happiness Officer, mais en fait, c'est quelque part, c'est un peu mon métier, oui. Mais oui, donc c'est chez nous, ça va être dans un département RH où on est 4 à s'occuper donc de l'inclusion de la diversité et de ce qu'on va appeler le capital humain. Mais au final, c'est tout ce qui est engagement, bien-être, tout dépend un peu du jargon qu'on utilise en interne. Mon conseil, c'est de se l'approprier en fonction de votre culture, bien sûr. Mais sinon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, l'idée, c'est pas que ce soit que les RH qui portent le sujet ou que la com ou que la RSE ou voilà, en fonction de votre département, mais que vraiment tout le monde, puisse un petit peu représenter ses actions, surtout si vous avez des ambassadeurs, des managers qui sont impliqués sur le sujet. Voilà, utilisez-les un maximum parce que c'est ça qui est impactant, c'est la proximité qui va faire que. Ouais. On a Dominique qui nous partage aussi une chouette initiative pendant donc, la semaine de la qualité du travail. C'était un mail tous les matins avec un mini défi QVT. Donc en effet, ça peut être simple à imaginer et ne serait-ce qu'à faire un compliment à ses collègues ou un merci dans la journée, ça fait déjà un défi qualité du travail et ça fait aussi du bien à tout le monde. On nous demande combien de salariés chez Accenture, combien de personnes au service RH sur ces questions? On est 7000 chez Accenture en France et au service RH, on est nombreux en RH, mais du coup sur ces sujets, comme je disais, on est 2, on va dire, à temps plein et 2 autres sur plus l'inclusion et la diversité qui sont aussi des sujets très, très, très importants pour le bien-être. On nous demandait aussi, Antoine, une question par rapport au comité QVT. Si on met en place un comité QVT, est-ce que c'est aussi lui qui est en charge de la priorisation des actions et de leur suivi? Justement, je suis très content que la question s'arrive maintenant parce que ça me faisait rebondir dessus. Finalement, quand on dit, c'était la question à moindre coût, qu'est-ce qu'on peut mettre comme action à moindre coût qui était là avant? Finalement, quand vous avez un comité QVT justement et que vous avez questionné le problème, et ben ensuite vous allez planifier les actions justement en fonction des coûts.
Pour revenir sur la question du coup du comité QVT, le comité QVT, ce n'est pas une obligation du tout, hein. C'est juste une simple idée. L'avantage de ce comité QVT, c'est que ça permet d'avoir un ensemble de personnes. Ce n'est pas un comité officiel du tout, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui veut bien le mettre en place. Le comité CSE, lui, c'est quelque chose d'obligatoire, la direction évidemment. Le comité QVT, c'est quelque chose que l'entreprise veut bien mettre en place. Ça permet d'avoir un nombre d'individus de plusieurs horizons, entre guillemets, qui vont réfléchir sur des actions communes. Évidemment, lorsque pour mettre en place des actions, il faut l'accord de la direction, puisqu'il y a forcément, souvent, c'est logique de peut-être monétaire aussi, mais c'est logique aussi d'impact de ces actions. Donc, je me rappelle, nous, quand on avait mis en place, forcément, les présentations avaient été faites, même s'ils faisaient partie du comité QVT, en amont, les propositions d'action avaient été proposées quand même au directeur pour que lui voit un peu l'ensemble de ce qui se mettait en place. Et ensuite, le comité QVT, lui, bien sûr, peut avoir à sa charge de planifier les actions et de prioriser les actions en fonction des résultats. Il peut tout à fait le faire, mais il n'a pas de valeur légale. C'est ça où vraiment sur le point je veux accentuer, c'est une manière de faire. Quand on voit par exemple les entreprises qui ont des chief happiness officers ou des médiateurs QVT, enfin des rôles comme celui-là, ces personnes-là, même si elles sont seules dans l'entreprise, peuvent très bien à elles seules prendre ces initiatives-là. C'est-à-dire qu'une personne qui va être animatrice QVT, qui est dans son entreprise référente de la QVT qui s'occupe de ça, peut très bien se dire qu'elle considère qu'elle a les connaissances nécessaires pour le faire. Elle va aller questionner les salariés via un questionnaire. Enfin, elle va faire toutes ces méthodes de mise en place. Ensuite, elle va proposer ça à la direction et au CSE, évidemment, parce qu'il est toujours intéressant d'intégrer les CSE dans ce type d'action, parce que il vaut mieux avoir l'aval du CSE quand vous mettez en place ce type d'action. Et ensuite, derrière, elle planifie ça de la meilleure manière. Même une petite astuce, lorsqu'il y a une personne qui est en charge de ça, de ne pas hésiter à impliquer, comme on disait tout à l'heure, les collaborateurs dans la mise en place de ces actions, c'est-à-dire dans la procédure, la démarche de mise en place de ces actions, pour justement les impliquer d'autant plus. Mais le comité QVT, il faut vraiment le voir comme un exemple, en fait. C'est une astuce pour justement avoir un peu plus de légitimité dans la mise en place de ces actions. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Et on parlait justement de la casquette qui gère ça du coup en entreprise. Si vous voulez aller plus loin, Moodwork avait fait une enquête sur le métier de responsable qualité de vie au travail, si ça intéresse certaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant la crise, quand l'étude avait été faite, il y avait une centaine de personnes identifiées sur LinkedIn qui avaient cet intitulé de poste. Aujourd'hui, ça a été largement multiplié avec la crise. Donc, c'est intéressant de voir aussi que cette casquette-là, je pense, est de plus en plus prise par les RH et avec des postes souvent à temps plein ou en tout cas avec d'autres missions partagées. Mais en tout cas, c'est un sujet de plus en plus important. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine sur le sujet CSE, CSCT, on nous demande justement, Marie, vous, comment ça se passe les relations avec le CSE? Comment vos actions sont gérées avec celles qui sont mises en place par le CSE ou le CSCT? Oui, moi parce que je pense que je suis quelqu'un de très conciliant, ça se passe très bien et ce sont mes alliés. Mais je dirais que de manière générale, ce sont des challengers. C'est leur métier et c'est très bien. Et c'est aussi eux qui nous poussent à faire toujours plus. Mais du coup, ils sont bien contents quand on revient avec une certification Great Place to Work ou avec des super actions, des super chiffres, avec le taux de participation à nos événements, avec le nombre d'événements qu'on fait, le nombre d'actions, la sensibilisation. Donc non, ça se passe bien. Après, c'est sûr qu'ils nous challengent. Je voulais peut-être juste revenir, Fabienne, sur la question de Claire, parce que j'ai vu que vous nous l'aviez déjà posée sur les horaires. C'est toujours une question un petit peu piège peut-être. Chez Accenture, on faisait souvent ça en dehors des horaires de travail pour éviter aux collaborateurs d'avoir à prendre un peu sur leur temps de travail. Mais pour des raisons de déconnexion, là maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on s'est dit qu'on allait stopper les ateliers, les conférences entre midi et 2, on stoppe. Ce qu'on fait encore, c'est des ateliers de sport après 18h, 19h. Et sinon, les ateliers, les conférences sont de 9h à 10h, de 14h à 15h. Après, on fait beaucoup de sessions courtes d'une demi-heure. Parce que je pense que c'est plus facile pour faire une petite pause dans sa journée. Donc, on a favorisé ces rythmes-là, mais tout dépend bien sûr de l'entreprise dans laquelle vous évoluez.
Oui, et puis je pense que c'est intéressant de tester. Moi, ça m'est arrivé avec plusieurs entreprises. On a essayé différents horaires pour voir est-ce que ça intéressait plus le matin, en début d'après-midi. Mm. Et par exemple, à contre-pied d'une pratique où on dit toujours jamais le vendredi, les gens ne viendront pas, etc. Moi, depuis un an, on fait des ateliers dans une entreprise le vendredi à 13h30 jusqu'à 14h30. Et en fait, ça fait une espèce de pause vers le week-end et tout le monde se retrouve. Tout le monde est très content de se retrouver à ce moment-là le vendredi. Donc, du coup, des fois, il faut vraiment, selon l'entreprise, expérimenter et tester. Et vous serez peut-être surpris des horaires choisis. Mais en tout cas, c'est à mon avis à voir selon chaque équipe et chaque entreprise, et puis selon les thématiques aussi, bien évidemment, retenues. On avait une dernière question sur la direction. Comment aborder le sujet avec la direction et les convaincre de travailler sur ce sujet? Alors, on a l'impression que chaque Accenture s'est portée, Marie, par la direction. On aura l'occasion d'y revenir. Antoine, si il n'y a pas grand-chose qui est fait dans son entreprise pour la qualité de vie au travail, comment on peut amener les choses et comment convaincre que c'est pas anecdotique? Avant de répondre, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Oui. Non, Okay. c'est bon. On te voit et on t'entend. Bon, c'est parfait, je suis très content. Pour essayer de convaincre finalement la direction, ce qui est souvent mis en place, ou du moins ce qui est souvent dit, c'est de parler des indicateurs RH. Vous allez diminuer le nombre de turnover, vous allez diminuer le nombre de démissions, le nombre de départs, etc. Je pense que en fait, c'est des indicateurs que eux savent très bien, connaissent très bien. Je pense c'est important de le souligner, d'en parler, mais je pense que les entreprises qui ne s'y mettent pas connaissent ces indicateurs-là et peut-être n'en font pas forcément attention et ils voient finalement cette marge de perte possible comme quelque chose d'acceptable. C'est possible. Donc du coup, je pense que c'est une manière d'aborder le sujet très efficace. Forcément, parler le côté financier, c'est une manière très efficace. Mais je pense qu'il faut la compléter. Et le problème qu'on a aujourd'hui avec la qualité de vie au travail, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de lien direct entre performance de l'entreprise et qualité de vie au travail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises qui n'ont pas mis en place de QVT du tout, ou même règne un mal-être au travail très fort, et pourtant qui vont être performantes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des résultats, des ventes fortes, etc. Enfin, un très bon bénéfice. Là, je pense où ça devient intéressant, et c'est sur ce point qu'il faut acter, c'est que je pense qu'il peut y avoir une marge de progression de ces entreprises, sur la performance en tout cas, qui est indéniable, puisque dans la qualité de vie au travail, ou en tout cas dans les facteurs de la QVT, on a des éléments qui existent, tels que la motivation, l'engagement, le sens, etc. Enfin, la santé au travail, mais on l'a déjà abordé sur cette logique-là. Toute une logique d'un ensemble de facteurs qui, en fait, eux, ont par contre, d'après la littérature, un lien direct avec la performance. Et donc, je pense là où il faut agir, s'il faut donner un discours à l'entreprise, déjà parler donc du coup en chiffres, forcément, avec cette logique d'indicateur RH. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Et l'autre, du coup, logique d'avancée, c'est que la performance peut être optimisée via des nouveaux types de management, via de la mise en place de démarches QVT, en insistant justement sur les liens entre la motivation et l'impact que ça va avoir sur la performance, l'engagement, la satisfaction au travail et le lien que ça va avoir sur la performance. Et du coup, toujours relier finalement ces différents sous-facteurs de la QVT au lien avec la performance. Je pense qu'il faut rentrer dans cette logique-là si on veut essayer de convaincre l'entreprise et ne pas rester justement focalisé sur les seuls indicateurs RH qui sont quand même de très bons arguments, mais qui, à mon avis, si l'entreprise ne les accepte pas, c'est qu'il y a encore d'autres éléments à trouver. Oui, je pense que c'est important d'insister sur le positif. On nous parle aussi de la marque employeur. En effet, je pense que les impacts sont assez importants. Et puis, pour convaincre, je pense que le meilleur moyen, c'est aussi de tester et d'expérimenter. Pourquoi pas d'avoir un pilote et d'essayer Si je peux me permettre, Fabienne, excuse-moi, si je peux rajouter justement, lorsqu'on met en place cette démarche QVT, il y a cette logique d'enjeu aussi, qui, forcément, quand on définit les enjeux pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Donc finalement, la marque employeur, enfin l'image de l'entreprise, c'est des choses qui vont être liées à la qualité de vie au travail. Tous ces éléments-là vont rentrer évidemment dans cette prise en compte. Et donc ces enjeux-là, ces enjeux d'entreprise, ces enjeux organisationnels, sont aussi des éléments qui peuvent être moteurs dans la mise en place d'une démarche QVT. Et la direction doit être impliquée pour l'impulser, mettre en place. Mais du coup, Marie, c'est aussi important en termes de relais, je dirais, une fois que la politique est lancée, que la direction continue à s'impliquer, à participer.
Oui, oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment la direction qu'on a convaincu, il y a 7-8 ans de lancer le programme, d'avoir un budget dédié. Maintenant, c'est aussi important que le leadership continue à être impliqué, que les ambassadeurs, soient bien présents, soient impliqués et typiquement, c'est ce que je répondais un petit peu, avant dans le chat, c'est, le leadership, c'est nos sponsors leadership qui envoient les communications autour du bien-être et ça fait quand même passer un sacré message. C'est sûr, oui, ça implique beaucoup. Mmh. Ouais, tout à fait. Merci à tous les deux. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous recevrez le replay du coup en début de semaine prochaine. Donc je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, le livre blanc est tout beau tout neuf, vient de sortir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, Nathan va vous remettre le lien. Vous pouvez aussi nous suivre sur My Happy Job et nous suivre notre newsletter qu'on envoie avec plaisir tous les mardis matins. Comme ça, vous aurez plein d'actu autour de la qualité de vie au travail. Et dernier point important, si vous voulez aussi vous inscrire à notre prochain webinaire qui sera pour mettre fin à la réunionnite. Et je suis sûre que ça vous parle, l'accumulation de réunions en présentiel et à distance tout au long de la journée. Donc, on vous donnera plein d'astuces pour moins de réunions, mais aussi des réunions plus efficaces. Donc, rendez-vous mardi prochain. Merci Marie. Merci beaucoup Fabienne, merci Antoine. Merci Antoine. Merci, c'était un vrai plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir Merci à tous. partagé. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.